15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, cofondatrice du magazine Psychologie et de Clés, auteur de livres de cuisine et d'essais, notamment des best-sellers Ce que la vie m'a appris et Les promesses de l'âge. Aujourd'hui, Perla Servan-Schreiber vient nous voir pour son livre Vivre après toi sur le deuil de son mari, le journaliste, patron de presse et essayiste français Jean-Louis Servan-Schreiber. C'est un livre sorti aux éditions Flammarion. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Radio J. Bonjour Perla. Bonjour Merci. Cyrielle, merci de m'accueillir. Et merci à vous d'être mon invité aujourd'hui. Je tenais à démarrer cette émission avec plusieurs choses. La première, je ne sais pas si vous allez apprécier, moi j'apprécie grandement. Je vous trouve un petit air d'Elisabeth Badinter. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ? Écoutez, non, vous êtes la première et ça me flatte parce que j'ai la chance de la connaître et un peu, en tout cas. Je trouvais qu'il y avait ce petit air d'élégance, de beauté et de dignité en vous deux. Donc je voulais vous le dire. Et puis la seconde, c'est Anne Roumanoff qui m'a parlé de vous il y a quelques années. Et je me suis souvenue de votre nom et je lui avais promis de vous recevoir et de m'intéresser à vous. Donc je suis ravie de vous avoir en face de moi. Merci. Merci à vous. Ça. On va donc tenter, puisque je crois que vous connaissez l'émission, tenter de savoir qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et nous démarrons par le début, toujours le début. Perla Danan, Perla Servan-Schreiber. Vous êtes née un 4 décembre 1943 à Fès, au Maroc. Vous avez grandi, je crois savoir, dans une famille modeste, religieuse aussi, composée de 6 enfants. Vous êtes la 5e. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu aujourd'hui avec le recul de la vie ? Quel genre d'enfant j'ai été ? Aussi. Très sage, extrêmement sage. Je suis donc arrivée, comme vous venez de le rappeler, en numéro 5. Donc il y avait pas mal d'années entre chacun de mes frères et sœurs. J'avais une sœur. Et ensuite, il y a eu 7 ans après, un garçon qui a débarqué et qui est vraiment une des passions de ma vie et qui a donc 7 ans de moins que moi. J'ai été dans une atmosphère, en tout cas, d'amour et, comme vous venez de le rappeler, de religion. Évidemment, ça pèse quand on est petit de pas avoir le droit de mettre la main sur un interrupteur à un Shabbat parce qu'on ne comprend pas. Et puis ensuite, les filles n'étaient malheureusement n'avaient aucune culture hébraïque, aucune, ni religieuse. Donc, je faisais des choses parce que il y avait plutôt la peur de faire une faute, voilà. Donc, c'était plutôt ça. Et puis, il y avait aussi ces merveilleux moments de réunion, que ce soit Shabbat ou les fêtes, et ça, c'était formidable. Sauf la soirée de Pessah, que je trouvais quand même très longue. Perla Servan-Schreiber, vous parlez de vous quand vous étiez petite fille, dans votre livre aussi, vous venez de l'évoquer, vous étiez obéissante, respectueuse de l'autorité. Je crois que vous l'êtes restée. Mais pour parler de vous, Perla, il faut aussi parler de votre mère, c'est important, parce qu'à 8 ans, vous l'écrivez, vous avez compris que votre mère était malheureuse et vous n'avez jamais voulu reproduire cela. Et je crois que cela vous a défini en tant que femme pendant longtemps. Pendant toujours. J'ai bientôt 83 ans et je le suis toujours de cette même manière. C'est sûr que cette femme qu'on a mariée, que ses parents ont mariée à l'âge de 14 ans et qui s'est retrouvée mère à l'âge de 15 ans, on peut imaginer ce que ça devait être, puisqu'elle n'arrivait même pas à imaginer ce qu'était un homme. Voilà. Elle a eu donc 6 enfants et c'est déjà formidable. Elle avait son certificat d'études, ce qui à l'époque était déjà bien, donc elle avait quand même un début quand même de culture et elle n'a jamais pu, bien sûr, travailler. Il n'en était même pas question, avec autant d'enfants et, comme vous le rappeliez, quand même une condition assez modeste. Nous n'avons jamais manqué de rien, mais on ne pouvait pas avoir plus d'une paire de chaussures par saison non plus. Mais tout ça était très bien. C'était merveilleux, finalement, d'avoir une enfance avec autant de restrictions, parce qu'après, on ne peut que se libérer.
tout en gardant, en tout cas en ce qui me concerne, un grand respect, en tout cas, de la loi juive. Et puis, je suis pétrie de spiritualité. Vous l'écrivez dans votre livre, il y a l'image de la liberté à tout prix et du baluchon. Je laisserai le soin à nos auditeurs d'en savoir plus en lisant votre ouvrage. Mais pour aller un peu plus loin avec vous sur votre carrière, votre background, comme on dit, vous allez avoir une licence en droit et en sciences politiques à Casablanca. Vous arrivez à Paris à 23 ans. Vous vous inscrivez à la Sorbonne pour un DEA et 1 an après, vous allez travailler dans le domaine de la publicité. Et j'ai envie de savoir comment vous arrivez là. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces premiers pas ? Oui, ça c'est merveilleux. À part le fait d'avoir choisi réellement très tôt dans ma vie, comme vous le rappeliez, de ne pas me marier et de ne pas avoir d'enfants. Évidemment, pour me marier, j'ai fini par me marier à 43 ans. Mais je n'ai jamais eu l'envie d'avoir des enfants. Mais surtout, ma chance, c'est que je ne l'ai jamais regretté. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les enfants. J'aime énormément les enfants et j'en ai eu toujours beaucoup dans mes jupons. Et puis, voilà, j'ai aujourd'hui 8 petits-enfants. Mais il y a dans ce choix de vie quelque chose qui a été assez radical et qu'effectivement, j'aurais pu regretter puisque nous avons cette horloge biologique qui est là. Mais il y a toujours eu une telle conviction à partir des paroles de ma mère que vous avez rappelé tout de suite. Ma mère me disait souvent, quand je la voyais pleurer et que je lui demandais « Mais qu'est-ce que tu as ?» Elle disait « Je n'ai pas d'argent et si vous n'étiez pas là et si je pouvais travailler, je serais partie. » Elle a donc ainsi nommé mon destin. Je l'ai en tout cas entendu de cette façon. Je ne l'ai encore une fois jamais regretté et c'était merveilleux parce que ça m'a permis aussi de faire cette rencontre déterminante dans ma vie à 43 ans avec Jean-Louis. Et une jolie carrière. Vous rencontrez votre futur mari, Jean-Louis Servan-Schreiber, le 8 octobre 1986 lors d'un entretien. Oui, absolument. Racontez-nous. Absolument. Et je me rends compte que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question précédente, mais ce n'est pas grave. Sur la publicité, c'est pas important. Ce n'est pas grave. Oui, je le rencontre parce que j'ai donc commencé, comme vous l'avez rappelé, dans la publicité. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et il faut dire qu'à l'époque, on appelait ça de la réclame et ça ne s'apprenait dans aucune faculté. Aujourd'hui, il y a des cours de publicité dans plein d'universités. Et on m'a proposé, je cherchais un travail parce que j'en avais un peu marre de tirer le diable par la queue et de faire des jobs en même temps que mes études. Et j'ai décidé tant pis pour les études. Et puis, je cherchais un travail à plein temps. Et j'ai rencontré au cours d'un dîner chez des amis un monsieur totalement agité, j'ai envie de dire. Assez sympathique, mais quand même extrêmement agité pendant le dîner. C'était quelqu'un comme ça. Et qui me demandait ce que je faisais. J'ai dit, je cherche du travail. Il me dit, et qu'est-ce que vous savez faire ? J'ai dit, rien. J'ai fait du droit, mais je ne fais pas de droit et je n'ai pas l'intention de faire du droit. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? J'ai dit, j'ai envie de gagner ma vie dans une atmosphère agréable. Voilà. Et je pense que le mieux dans ma vie, ce que je pourrais dire quand je serai à la fin de ma vie, c'est que je me suis beaucoup amusée. Et j'ai fait de belles rencontres. C'est vraiment, si je devais résumer ma vie, c'est ça. Et cet homme m'a dit, venez me voir demain. Et je suis allée le voir. Il était le patron de la publicité, enfin Publicis à l'époque. Il n'y avait pas encore Monsieur Lévy. Et voilà, il m'a dit, voilà, il s'agit du journal Elle, qui est ici chez nous, en régie. Et il s'agit d'agrandir la publicité qu'il y a aujourd'hui là-dedans. Il m'a dit, vous allez vous asseoir sur ce tabouret à côté de moi et me suivre partout. Vous écoutez toutes mes communications téléphoniques et je vous emmène partout. Et voilà. Et j'ai passé ma vie dans ce beau métier que j'ai ensuite, comme vous l'avez rappelé, transformé, si je puis dire, en métier d'éditrice avec Jean-Louis de psychologie. Donc ça, c'est la rencontre avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Alors, la rencontre avec Jean-Louis, c'était que j'étais depuis déjà une quinzaine d'années à Marie-Claire, puisqu'après elle, je suis allée à Marie-Claire.
Et je voulais, avec deux autres personnes, lancer un magazine, évidemment. De mode, Voilà. chic, Voilà. intitulé Et qui Chic. s'appelait Chic, bravo. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et parce que c'est une de mes amies, qui est sa cousine, qui m'a dit, mais va donc le voir. Vous allez le voir, vous le rencontrez, vous lui proposez le projet. On comprend dans vos pages qu'il tombe amoureux de vous tout de suite. Oui. C'est ce qu'on comprend. Il C'est vous vrai. dira plus tard cette phrase si amusante. J'ai compris immédiatement que tu me reviendrais plus cher si je te finançais que si je t'épousais. C'est vrai. Et comment vous êtes tombée amoureuse de lui, Perla? Mais je ne sais pas. Vous savez, j'ai le sentiment, encore une fois, arrivé à ce grand âge, qu'il n'y a rien de plus mystérieux que de tomber amoureux. Alors, comme je suis très souvent interrogée sur ce couple merveilleux que nous avons eu la chance de former, et en me disant, mais comment on fait pour rencontrer, comment on fait? Je dis, mais il n'y a pas de recette. C'est un mystère et c'est un miracle. Une rencontre, c'est un petit miracle. Quelques mois après votre rencontre, à 44 ans, vous vous mariez avec Jean-Louis Servan-Schreiber. C'est une deuxième vie pour lui. C'est, on peut dire, peut-être la première pour vous, même si voilà. Ah oui, vous avez- c'est la première. c'est la C'est la première. première fois que je me mariais, oui. Vous vivrez 34 ans d'amour ensemble avant qu'il ne nous quitte à Oui. 83 ans du Covid, le 28 novembre 2020. Vous racontez il part du Covid, mais il avait déjà une maladie neurologique Oui, à ce moment-là. Oui. J'ai envie quand même qu'on parle de lui, puisque c'est un livre sur le deuil. Vous parlez pas entièrement de qui il était, pas vraiment. Vous avez hésité, je crois savoir, à l'écrire lui pour tout ce qu'il était. Qui était-il avant qu'on évoque le deuil pour le monde? pour le monde. C'était effectivement quelqu'un qui avait, comme on dit, réussi dans une famille qui était une famille de presse depuis son père, Émile Servan-Schreiber, ensuite son frère, Jean-Jacques Servan-Schreiber, avec l'Express. L'Express où Jean-Louis a également travaillé pour lancer la Formule Magazine avant de quitter son frère et de faire l'expansion. Donc, ça c'est pour l'homme qu'il était. C'était quelqu'un de timide et on l'a toujours pris pour quelqu'un d'assez suffisant et froid. Il avait du mal à maquiller, si je puis dire, sa timidité, mais qui a été interprété souvent de cette façon-là. Et c'était l'homme le plus chaleureux, le plus drôle que j'ai rencontré, réellement. Avec lui, vous allez devenir patronne de presse. Vous allez vous lancer dans de nouveaux projets. Vous écrirez ensemble le métier de patron. Vous Oui. l'écrivez. Vous écrivez comment vous avez composé ensemble ce livre-là. Vous développerez plus tard le magazine Psychologie Magazine en 98, qui est racheté à Bernard Loiseau et que vous allez grandement développer ensemble. Vous fonderez Clé 12 ans plus tard ensemble. Vous étiez complémentaires. Ah mais totalement complémentaires. Et il me semble que quand on travaille en couple, il vaut mieux que ce soit ça. Et j'ai adoré travailler avec lui et vice-versa. Vous aviez un intérêt pour le comportement humain tous les deux. C'est ce qu'on voit au fur et à mesure de ce que vous avez créé ensemble. Oui, réellement, il avait été assez impressionné par un magazine qui s'appelait Psychology Today et qui était donc américain. Toutes les références étaient américaines à l'époque et dans cette famille particulièrement. Et il a fait d'autres choses. Il a fait des magazines économiques, comme vous savez. Et finalement, on a eu cette occasion de racheter ce magazine et de le faire ensuite. Vous écrirez, vous, Perla, des essais et des ouvrages de cuisine. Et je me suis demandé, et je trouvais important de vous poser la question, si c'était aussi une façon de transmettre aussi le savoir-faire de votre mère. Bien sûr. Très certainement. C'était totalement inconscient de ma part. Mais quand on a été nourri avec des délices incroyables pendant toute son enfance, et puis ensuite, plus tard, toute ma vie, bien sûr, je la voyais rarement, il y avait quelque chose que j'ai eu besoin, envie de reproduire. Et j'ai commencé, dès que je me suis trouvée seule dans un petit studio, j'ai commencé à faire la cuisine. Et bizarrement, pas la cuisine de ma mère.
comme s'il y avait quelque chose d'assez sacré dans ce qu'elle faisait, elle. Et je suis allée chercher dans ce qui était devenu ma culture, si vous voulez, ici. Et puis, à travers ces 2 magazines merveilleux où j'ai eu la chance de travailler et de rencontrer des gens formidables dans tous les domaines, dont des grands chefs. Et j'ai eu envie de faire ça. Votre spécialité, c'est quoi? Je me suis posé la question par là. En quoi? En cuisine. En cuisine? Je dirais aujourd'hui, de façon très spontanée, des légumes. Et si je devais citer un plat, ce serait le pistou de légumes que je fais l'été. Où le coulis est froid et les légumes sont chauds. Vous deviendrez également chroniqueuse radio à Europe 1 où vous proposiez chaque vendredi une recette dans l'émission Bien fait pour vous de 11h à midi portée par Mélanie Gomez et Julia Vignali. Mélanie, je la connais bien pour avoir travaillé côte à côte. Oui. Vous avez écrit La féminité, de la liberté au bonheur aux éditions Stock, Nourrir de plaisir aux éditions Stock également. Et depuis, vous avez écrit Ce que la vie m'a appris, Les promesses de l'âge, mes 77 secrets de la vie, intimité. Et aujourd'hui, par là, vous venez nous voir pour ce livre merveilleux, Vivre après toi, aux éditions Flammarion. C'est un livre magnifique que je vais détailler dans un instant, mais c'est la première fois depuis la mort de votre mari Jean-Louis Servan-Schreiber que vous le racontez, que vous écrivez le deuil, l'absence, l'après. Je me suis demandé, 6 ans après, pourquoi maintenant? Ça n'était pas... ce qui est dans ce livre n'était pas écrit pour être publié. C'est un journal que j'ai tenu de manière tout à fait spontanée, vraiment le jour même, le soir, disons en tout cas, après l'enterrement de Jean-Louis. Et évidemment, c'est d'une grande banalité de dire le désarroi dans lequel j'étais. Et voilà, écrire est une sorte de réflexe. Et j'ai pris... un cahier à ressort avec un stylo ou un crayon. C'était ou un crayon ou un stylo, mais pas du tout l'ordinateur, ce qui était déjà très étrange. Mais ce cahier était sur ma table de chevet et j'écrivais, en tout cas régulièrement, pas forcément tous les jours. Et je me suis retrouvée avec des cahiers remplis que j'ai laissés de côté et que j'ai remis à ma collaboratrice précieuse, qui a été celle de Jean-Louis aussi, qui s'appelle Sophie. Et je lui ai remis, comme pour elle garde tout. Voilà. Et puis des années sont passées. Et puis il y a 2 ans, elle m'a dit mais vous savez que ça existe? Et j'avais complètement oublié que j'avais écrit après la mort de Jean-Louis. Donc je me suis remis là-dedans, j'ai repris ça. Et par un hasard incroyable, Guillaume Robert de Flammarion, que j'ai eu l'occasion de connaître, je ne le connaissais pas, me dit, il y a une chose que j'aimerais vraiment faire avec vous, c'est d'abord bien sûr un livre, mais je voudrais faire un livre sur ce deuil, parce que vous étiez un couple tellement, en tout cas unis, pour savoir comment on fait dans ces cas-là. Et je lui ai dit, ça, je ne pense pas du tout pouvoir faire un livre là-dessus, encore moins le publier. Mais je vous promets que je vais réfléchir, je vais essayer, on verra si je le fais. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, ce livre qui, comme vous venez de le dire, bien sûr, parle de la mort de Jean-Louis et du deuil, en fait, c'est un portrait de Jean-Louis, et sans que je l'ai cherché, et c'est surtout la belle histoire d'amour que nous avons vécue 34 ans. Ce livre, c'est d'abord une histoire d'amour. C'est ça, parce qu'il démarre de cette façon. En octobre 2006, il vous écrit « À la femme de ma vie, cette histoire d'amour qu'est la nôtre ». On sent en effet cette histoire assez exceptionnelle. Vous n'aviez que 6 ans d'écart et pourtant vous l'avez voué toute votre vie alors qu'il vous tutoyait sans savoir pourquoi. C'est ce que vous écrivez, donc je ne vous demanderai pas pourquoi, Perla. On sent ce qu'il était pour vous. Vous dites « mon guide, ma lumière ». Il savait où il allait et vous le suiviez. Il était votre boussole, avec de l'amour, de la confiance, du dialogue, de la fidélité. Et j'ai envie de vous poser cette question. Et beaucoup de rire. Et de rire, de complicité. Est-ce que, puisque vous vous êtes rencontrés tard par là, une femme, elle a souvent le sentiment de savoir comment elle pourrait aimer.
avant de rencontrer la bonne personne. Est-ce que vous estimez qu'il a été l'amour de votre vie et qu'il était le seul pour vous que vous auriez pu aimer de cette façon-là? Je ne sais pas si mon propos est clair. Votre propos est tout à fait clair et la réalité vous donne évidemment raison, puisque c'est le seul avec qui j'ai choisi de vivre. C'était vraiment quelque chose qui était totalement abstrait pour moi, de vivre avec quelqu'un. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes magnifiques, de vivre des moments tout à fait formidables aussi. Et je n'ai jamais, en tout cas, accepté ce type de proposition de vivre une vie ensemble. Qu'est-ce qui a fait la différence? Mais je ne sais pas. Peut-être que le mot le plus fondamental, l'amour s'est construit après, je dirais, de ma part. Mais c'est une confiance immédiate et totale en cet homme. Il y avait chez lui une bonté et surtout cette détermination, comme vous le disiez, d'ailleurs, y compris dans celle de faire de moi sa femme. Mais cette détermination, il savait où il allait. Et il est vrai que moi, j'ai toujours vécu, et plutôt joliment, ce qui a été ma chance, au hasard des rencontres, et j'ai saisi les occasions qui m'ont été données dans la vie. Vous démarrez ce livre par une lettre d'amour que vous lui adressez lorsqu'il est encore là, après une chute, un mois avant qu'il ne vous quitte. Et on comprend que dans sa chute, il vous entraîne quand même un petit peu. Vous racontez son enterrement dans sa maison de Provence que vous avez voulu le jour de votre anniversaire, le 4 décembre 2020, comme le premier pas vers la réalité. Cette maison, c'est un lieu que vous avez encore du mal à retrouver aujourd'hui, Perla? La maison C'est pas neutre. C'est drôle parce que nous avons aussi vécu ensemble ici, à Paris, bien sûr. Et je suis toujours dans cet appartement. Je n'ai pas du tout la même sensation ici et là-bas. Là-bas, c'était son œuvre. C'est pas simplement une maison, c'est vraiment une œuvre. Il l'a faite, mais vraiment dans les moindres détails, absolument magnifique. Quand je suis arrivée, la maison était toute prête. Ensuite, on a pu transformer simplement au niveau de l'aménagement, simplement les choses. Mais enfin, la maison était un peu une ruine quand il l'avait achetée. Dieu merci, je n'étais pas dans sa vie, parce que moi, les travaux de maison, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'aime que l'hôtel. Vous racontez ce lendemain où vous allez répartir ses affaires, les donner à ses petits-enfants, à d'autres, pour ne plus tomber sur ce qui lui appartenait. Ça, c'est peut-être le premier pas. Oui. Je sais que c'est une réaction étrange et qu'en général, les choses ne se font pas. Ce travail qui est très, très compliqué à faire, en tout cas pour la personne qui est là et qui reste, c'est très difficile à faire. Et en général, les gens hésitent et traînent pour le faire. Je ne sais pas par quelle chance et quel hasard j'ai eu vraiment la conviction qu'il fallait le faire tout de suite. Et je reconnais que ça aura été un grand pas, déjà. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Perla Servan-Schreiber, qui vient nous voir pour son livre « Vivre après toi » sur le deuil. On revient dans un instant, juste après le rappel des titres, et on en discute longuement. Tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le Hezbollah affirme que l'Iran réclamera le retrait des troupes israéliennes du Liban lors de ses discussions avec les États-Unis. Le groupe terroriste affirme également qu'aucun accord nucléaire définitif entre l'Iran et les États-Unis ne pourra être conclu tant que les forces israéliennes resteront présentes sur le territoire libanais. Côté américain, Donald Trump a exprimé son mécontentement concernant la manière dont Israël mène sa lutte contre le Hezbollah. Le président américain a indiqué avoir suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper de la lutte contre le mouvement.
Une grande frappe israélienne visant des centaines de cibles stratégiques contre l'Iran, annulée au dernier moment sous pression des États-Unis. Malgré cette annulation, le chef de l'armée de l'air israélienne, Omer Tischler, affirme que les précédentes opérations israéliennes ont déjà fortement affaibli l'Iran. Il estime que les frappes ont touché des responsables militaires iraniens, les systèmes de défense et d'attaque, certaines infrastructures liées au programme nucléaire, l'industrie militaire et enfin les chaînes de commandement. La Cour suprême israélienne maintient en détention le directeur de l'hôpital Kamal Adwan Abu Safiya, arrêté par l'armée israélienne en décembre 2024 pendant la guerre à Gaza. Il reste détenu en vertu de la loi israélienne sur les combattants illégaux. Abu Safiya aurait le grade de colonel au sein du Hamas. Les raisons détaillées de la décision de la Cour suprême n'ont toutefois pas encore été rendues publiques. De leur côté, plusieurs organisations de défense des droits humains demandent sa libération. Enfin, Tsahal a détruit 18 ateliers de fabrication d'armes en Samarie. L'opération s'est déroulée dans le camp de réfugiés de Balata et dans le quartier de Ras al-Ain. Au cours de l'opération, 18 machines utilisées pour fabriquer des armes ont été détruites et des pièces d'armes ont été saisies. Et merci beaucoup pour ce journal, Nina Louche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Perla Servan-Schreiber et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. כולם מחפשים אהבה, אז איפה היא? היום אני לא מוצא את התשובה. Radio J. אז את תראי, לא סוף העולם, אפשר לחייך, בחוץ יום יפה. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. 15h33 en direct sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui. Depuis le début de cette émission, Perla Servan-Schreiber, venue nous voir pour cet ouvrage Vivre après toi sur le deuil aux éditions Flammarion. C'est un livre d'amour tendre évidemment sur l'amour perdu. Perla Servan-Schreiber qui flotte un peu dans nos vies comme une ombre, je me disais, dont l'absence relève et révèle parfois davantage la présence. Ça aura été pour moi la grande découverte dans ce deuil qu'évidemment je n'ai pas choisi, loin de là, mais j'ai tenté de vivre. C'est qu'en fait les morts restent là. Et c'est probablement nous qui les retenons, bien sûr. C'est pas eux qui nous soufflent quoi que ce soit. Mais j'ai cru vraiment dans les premières semaines que j'étais en train de devenir assez folle. Et c'était une angoisse qui s'ajoutait à la tristesse. Jusqu'au moment où Delphine Orviller, que je ne connaissais pas personnellement, mais que j'avais déjà lu, a sorti un livre qui s'appelle Vivre avec nos morts, et qui est un livre remarquable. Et où elle parle de nos fantômes. Et c'est quelque chose qui est inscrite dans la loi également, mais comme je suis totalement ignarde, je ne le savais pas. Et personne ne m'a jamais parlé de la présence d'un mort aussi évidemment essentiel à la vie que ça. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à cette absence-présence. Ça a été quelque chose qui était encore plus compliqué, ajouté à la tristesse. Et finalement, comme toutes les choses, j'ai accepté qu'il soit là et qu'il reste là. Et c'est devenu une chose évidente pour moi. Parce que vous lui dites que même après son départ, vous lui parlez, vous lui posez des questions et vous avez comme cela des petits rituels quotidiens que vous essayez de maintenir, comme ce 6 heures du soir où il vous faut être dans la cuisine. Face à sa photo, j'ai des photos partout.
Alors, les réactions sont diverses, hein, quand voilà, les gens qui perdent quelqu'un d'aussi cher, au contraire, ne veulent plus de photos parce que c'est trop triste pour eux. Moi, toute ma maison est tapissée de photos de Jean-Louis. J'ai besoin de son sourire parce que c'est comme ça qu'il est dans ma mémoire, même pas une mémoire, dans mon corps, dans ma réalité. Est-ce que c'est ce qui vous manque le plus? Parce que vous dites, ce qui me tient en vie, c'est ton sourire. C'est ton sourire. Vous l'écrivez. Ah oui. Vous dites, ce qui me tient en vie, c'est ton sourire. Ah oui, Est-ce que vraiment. c'est ça qui vous manque le plus, Perla? Ce qui me manque le plus, c'est sa peau. Et ce qui me manque aussi le plus, c'est cette espèce de manière qu'il avait de savoir où aller dans tous les domaines. Je veux dire, dans des domaines même dans le travail, vous voyez. Il avait une réflexion extrêmement calme et claire sur les chemins qu'il fallait prendre. Et moi, je me suis toujours laissée embarquer sur des chemins. La chance de ma vie a fait que j'ai jamais pris de mauvais chemins, voilà. Mais lui, c'était toujours un choix déterminé, et j'ai passé ma vie à me contenter de suivre ces chemins, et je m'en réjouis. Je vais vous poser une question qui est difficile, mais forcément, je me dois de vous la poser, Perla. Comment vous arrivez à vivre tant bien que mal avec cette absence, et comment elle vit en vous? Parce que je sais que vous venez de dire quelque chose qui est très fort et que nous connaissons tout à chacun à notre façon, à notre manière. C'est dans le corps. Ah oui. En même temps, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire qu'il ne me quitte jamais. Et comment je la vis, là, c'est vraiment comme on peut, hein. Et surtout que c'est totalement insolite. Ce n'est pas une expérience que j'aurais déjà eue. Bien sûr que j'ai perdu des gens chers dans ma vie, mais aucune mort ne ressemblait à ça. C'est clair, pour moi en tout cas. Et puis, il y a... je suis née joyeuse. Ce sont des gènes. Et c'est une très grande chance. Ça, au moins, c'est 50% du chemin. Donc... je trouve que c'était la moindre des politesses que de ne pas imposer à toutes les personnes que je rencontre ou avec qui je travaille ou avec qui voilà, je partage ma vie dans ma famille, de ne pas leur imposer en plus ma tristesse. C'est la moindre des politesses. Quand vous écrivez ces pages en 2020, vous écrivez « À 77 ans, il me faut apprendre à vivre ». Je vais dire cet extrait parce que c'est peut-être ce qui m'a le plus touchée. Plus loin, vous vous écrirez « Je ne respire plus de la même façon, juste assez pour parler et même rire, parfois, mais au-delà d'un seuil. Les larmes compensent l'absence de souffle. Je ne maîtrise plus rien. Tu habites mon corps, mon cœur et mon esprit. Parfois, je suis envahie, j'étouffe de ton manque. » Forcément, on se dit qu'avec le temps, cela s'apaise un petit peu par là, même si cela reste là. Mais quelle force en vous êtes allé chercher pour survivre quand on a aimé si fort? Et qu'est-ce qui vous a permis de taper du pied au plus bas pour pouvoir remonter, vous qui êtes une grande nageuse? Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup l'eau. C'est à peu près la seule chose que j'aime comme élément naturel. Je ne sais pas comment je fais. Toujours est-il que j'ai toujours essayé, comme chacun d'entre nous, bien sûr, de faire, disons, le plus joyeusement possible. Et j'ai failli dire avec quand même un minimum d'élégance ce qui arrive dans l'existence. Que ce soit d'ailleurs de formidables choses ou des drames comme ça. Et il y a quelque chose chez moi qui va directement vers d'abord les rencontres, mes amis, ma famille. Ce sont les autres qui m'ont porté et qui me portent encore. C'est ça, vous l'écrivez, vous dites comme ça qu'il faut s'entourer quelque part, c'est ce que vous laissez entendre, oui, pour ne pas rester figé, même si c'est ce qu'on a envie de faire pendant un moment, même si vous ne voulez pas donner de conseils. Vous lisez beaucoup de livres et vous dites, je crois surtout peut-être que c'est la poésie, les poèmes qui sont devenus votre élixir de vie, oui, qui vous aident à vous en sortir aussi. C'est la manière dont vous démarrez et vous finissez ce livre. Oui. C'est vrai que j'ai découvert la poésie très tard dans ma vie et je l'ai découvert à travers des poètes très singuliers
Je veux dire, c'est pas forcément ni Baudelaire, ni, vous voyez, des poètes. Pas les plus connus. C'est là. Et sauf Victor Hugo, qui est toujours évidemment un être à part. Mais c'est des gens comme Christian Bobin ou comme Maria Rilke. Et ça, c'était pour moi véritablement des poètes exceptionnels. Dans le domaine de la littérature, Camus est incontestablement mon numéro 1 et inclassable, insurclassable. Vous dites, en parlant de Victor Hugo, vous reprenez cette phrase « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis ». Finalement, ce que l'on comprend de votre livre par là, c'est que l'amour ne disparaît pas, il change de forme. On n'arrête pas d'aimer. Quand la vie s'arrête, on la porte en nous. Ce livre, c'est peut-être aussi un moyen de le faire revivre, votre mari. Certainement, de le maintenir en vie et puis de le partager. Voilà, quand on a la chance de pouvoir en parler, comme vous m'en donnez l'occasion aujourd'hui, c'est important de parler des gens qu'on aime. Hein, c'est toujours vrai. J'ai envie de prendre un petit contre-pied avec vous, si vous voulez bien, par là, sur le thème du deuil, parce que je pense aussi à ceux qui aiment et qui doivent aussi faire un deuil de leur histoire pour tant de raisons qui leur appartiennent quand l'autre existe encore. Quelle différence vous faites dans la façon de gérer ce deuil et peut-être trouvons un dénominateur commun? Je serais bien incapable de vous répondre à cette question parce que ça voudrait dire que je peux aussi me mettre à la place des autres. Vous voyez la manière dont ils ont très différente de vivre le deuil. Cette façon-là avec laquelle je me dépatouille depuis bientôt 5 ans, c'est pas quelque chose que j'ai lu, que j'ai appris, qui m'a été dit. On invente, vous savez, sa propre vie, tout le temps, y compris la mort des gens qu'on aime. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que quelque part, pour regarder le verre à moitié plein, que la vie vous offre la possibilité d'avoir encore une autre vie? Ah, mais je trouve qu'on vit, chaque matin quand je me réveille, c'est une nouvelle vie. C'est vraiment comme ça que je vis la vie. Hein, mais même quand Jean-Louis était là, chaque matin, je me dis, c'est merveilleux, c'est une journée qui commence. Moi, j'aime beaucoup le matin. Je ne suis pas du tout quelqu'un du soir. Et j'ai toujours remercié le fait de pouvoir me réveiller et de boire mon café. Je vais aller encore un peu plus loin par là. Est-ce que malgré tout, quand on a la sensation d'avoir peut-être vécu le meilleur, il y a encore du désir, le désir des choses, de la réjouissance, de la joie de vivre, est-ce qu'on se sent quand même encore un peu complet ou c'est difficile? Complet, probablement pas. Non. Complet, non. Mais en réelle connivence de joie avec mes amis, mes petits-enfants, ma famille, les circonstances sont multiples. J'aime beaucoup aller au spectacle, je suis une grande fanatique de cinéma. Donc, tout ça, c'est des beaux moments et c'est des belles occasions, bien sûr. Ce serait le message pour nos auditeurs qui vivent le deuil, peut-être, vous qui n'aimez pas les conseils? Non, j'ai pas de conseils. Je suis née comme ça, encore une fois. Il y a un gène dans la joie, comme dans beaucoup d'autres choses. Et puis ensuite, il nous reste les 50% qu'on doit nous-mêmes tresser dans la vie à faire. Merci pour ces mots, Perla. Puisque vous aimez le théâtre, on vous y emmène tout droit. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Perla et bonjour à toutes et à tous. Alors chère Perla, comment survivre après avoir été amputée, comme vous l'écrivez, par la mort de votre compagnon de vie? Comment exister sans le regard de cet autre, l'amour de votre vie? Comment respirer quand celui qui vous a accompagné de longues années disparaît? Les mots souvent sont des béquilles de survie et les romans nous aident à survivre. Et bien justement, pour ma chronique théâtre, j'avais envie de partager avec vous mon enthousiasme, mon émotion face à une création assez extraordinaire où il est question aussi
de deuil, d'amour et de la vie intimement liés. Il s'agit de l'adaptation pour la scène d'un livre que vous connaissez certainement qui s'appelle Le Premier Homme, le roman inachevé autobiographique d'Albert Camus, un manuscrit retrouvé dans sa sacoche dans le coffre de la voiture accidentée qui lui a coûté la vie ainsi que celle de son éditeur Michel Gallimard le 4 janvier 1960. Dans ce livre poignant, on y découvre un Camus vulnérable, fragile, qui part à la recherche de son père mort au combat en 1914, à l'âge de 27 ans. À l'époque, le petit Albert n'a que 2 ans. Il vit modestement en Algérie, dans la famille de sa mère, qui est à moitié sourde. 40 ans après, l'adulte, le résistant, l'écrivain couronné par le prix Nobel de littérature, revient sur la tombe de son père au cimetière du souvenir français de Saint-Brieuc. Sa mère Catherine lui a demandé de faire le voyage. Elle reste en Algérie. Alors comment vivre sans père, sans ce géniteur devenu un héros de guerre malgré lui? Comment s'inventer une vie d'enfant, raconter une vie d'adulte sans le regard masculin auquel on peut se mesurer? Le père de substitution, ce sera Monsieur Germain, son génial instituteur, son tuteur, qui poussera la famille de Camus à orienter l'enfant vers des études supérieures compte tenu de son intelligence vive, alors qu'il était destiné à travailler dans les champs à 14 ans. Comment se présente cette adaptation, Hélène? Quels sont les personnages représentés sur le plateau? Eh bien, Elisabeth et Jean-Philippe Bouchot, Cyrielle, sont parvenus à adapter le texte de manière simple, lumineuse. Ils ont ajouté des passages de ces chroniques algériennes et sur scène, il y a 4 personnages qui partent à la recherche d'eux-mêmes dans un voyage amoureux qui convoque les vivants et les morts. Alors le premier tableau correspond d'ailleurs à la seconde scène du livre, quand Camus vient se recueillir sur la tombe de son père. Il est incarné par l'excellent comédien Félicien Jutner, d'une sensibilité à fleur de peau. Au cimetière, il retrouve son maître d'école, le magistral Emmanuel de Chartres, ainsi qu'un voisin colon, Monsieur Veillard, campé par Jean Alibert, un comédien qui a la carrure d'un rugbyman qui habitait Mondovie où Camus est né. Plus tard, on découvrira sa mère, Catherine, toute menue et belle dans sa blouse, qui est interprétée par Elisabeth Bouchot. Si je tiens à citer les 4 comédiens, c'est parce que chacun d'eux porte le texte de Camus, sa puissance, son émotion, de manière assez fantastique. Est-ce que l'on sent l'époque des années 60 avec la guerre d'Algérie? Oui, bien sûr, Cyrielle. 1958-60, c'est la guerre, les attentats, les manifestations, les massacres. Il y a des images d'archives en noir et blanc qui sont projetées sur une stèle blanche sculpturale qui fait office d'écran et de parchemin. Les lumières passent de l'orangé au bleu, elles sont très belles. Et nous suivons Camus visiter les uns et les autres, écrire à la machine des bribes de romans, de discours. Sa tolérance, son refus de la radicalisation violente, son désir de compromis dans un conflit qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a souvent été critiqué. Pourtant, aujourd'hui, cet humanisme pétri de raison, de tolérance et d'ouverture fraternelle, mal compris à l'époque, nous est plus que jamais nécessaire. Et les scènes les plus poignantes du spectacle sont celles où le fils revient en Algérie pour voir sa mère. Il cherche des informations sur son père, fouille des tiroirs, s'énerve. Elle reste calme, elle l'entend mal, elle esquive, il lui sourit. L'amour filial, partagé entre un prix Nobel de littérature mondialement célèbre et sa mère aimante, analphabète, sourde, est tout simplement bouleversant. Et pour finir, j'aimerais vous lire juste un petit extrait du livre de Camus, une note qui s'adresse à son père mort et à sa mère. Un seul être pouvait me pardonner, mais je n'ai jamais été coupable envers lui et je lui ai donné l'entier de mon cœur. Et cependant, j'aurais pu aller vers lui, mais il est mort et je suis seule. Toi seul, dit-il à sa mère, peux le faire, mais tu me comprends pas et tu ne peux pas me lire. Aussi, je te parle, je t'écris à toi seul. Quand ce sera fini, je demanderai pardon, sans aucune explication, et tu me souriras. Le Premier Homme, c'est au théâtre de la Reine Blanche au Festival d'Avignon du 4 au 22 juillet. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Vous irez à Avignon? Merci, j'irai, parce que j'ai la chance, ma maison n'est pas très loin d'Avignon. C'est bien proposé. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est la chronique littérature avec Annabelle Chakmes. Sur le même thème que vous, Perla, on aurait pu vous proposer le livre Les premières fois sans toi de l'animatrice Sandrine Dominguez aux éditions Fayard. Mais Annabelle Chakmes aujourd'hui nous a fait un autre très bon choix. Bonjour Annabelle Chakmes. Bonjour Cyrielle, bonjour Perla. Comment continuer à être véritablement soi-même lorsque l'on est amputé d'une partie de nous? C'est ce que vous racontez dans votre ouvrage, chère Perla. Parce que quand un homme dont on a partagé la vie pendant plus de 30 ans meurt, c'est forcément un peu de nous-mêmes qui disparaît avec lui. C'est également de ces sentiments infiniment intimes que traite le livre dont je vais vous parler aujourd'hui.
Alors forcément, ce livre, c'est Ghost Stories de Siri Hustvedt aux éditions Hors Fiction Gallimard. L'écrivaine et femme de l'auteur américain Paul Auster décrit dans cet ouvrage sa vie après la mort de son mari, mais aussi l'homme qu'il a été, leur vie ensemble et le combat de celui-ci contre la maladie. Elle le décrit très précisément avec ces mots. « Je vis dans une maison hantée, habitée par le fantôme de ce nous, que Paul et moi avons formé ensemble, un nous qui n'existe plus. Pas dans le présent en tout cas, mais il a pénétré dans toutes les pièces. C'est une figure double du passé qui étreint, touche, fait l'amour, rit, réconforte, se querelle, discute sereinement, qui a ses plaisanteries et références secrètes connues de nous seuls. Paul avait dit un jour, si nous vivons ensemble une centaine d'années supplémentaires, nous deviendrons la même personne. Elle écrit évidemment sur l'homme que le monde entier connaît, celui dont on a lu les livres ou écouté les interviews, mais elle écrit avec ses yeux à elle, ceux de la femme de sa vie. Elle raconte leur intimité avec beaucoup de pudeur et d'amour. Elle raconte l'ami, le père, le voisin. Elle raconte qui était vraiment cet auteur à succès dans son quotidien et ses réflexions intimes. Parlez-nous de l'écriture profonde de cet ouvrage, Annabelle. C'est tout le sel de ce livre. L'écriture de Siri Hustvedt est une perle de littérature. Elle décrit les nuances, les sensations, mais surtout l'abysse du vide et le désespoir du manque avec maîtrise et virtuosité. Son texte est aussi extrêmement philosophique, ce qui rend ce récit intime finalement universel. Elle explique par exemple qu'après la mort de son mari, elle énonce souvent le fait qu'ils ont été mariés 43 ans. Et elle a sur le sujet une réflexion assez singulière qui est la suivante. Nous accolons des chiffres à l'intelligence, à la dépression et à des états psychiques de toutes sortes, des abstractions que nous ne pouvons même pas définir. Les quantités nous donnent le sentiment d'avoir maîtrisé ce qui est fondamentalement ambivalent. Un chiffre ne peut pas dire à quel point j'aimais Paul et à quel point il m'aimait. Pour finir, Annabelle. Ce qui reste quand on a fini cet ouvrage, c'est cette sensation d'avoir envisagé une autre manière de penser le monde et les souvenirs, car avec Siri Hustvedt, rien n'est jamais tout à fait figé. Tout circule, tout se déplace, les identités, les perceptions et les vérités aussi. C'est sans doute là que réside la force de ce livre. Dans cette capacité à nous rappeler que nous sommes faits de couches successives, de récits intimes et de fantômes discrets qui nous habitent et façonnent subtilement notre regard sur le monde. Et vous finirez également par vous demander peut-être si finalement un homme n'est jamais aussi grand que dans le regard de la femme qui l'a aimé. Ghost Stories de Siri Hustvedt aux éditions Hors Fiction Gallimard dans toutes les bonnes librairies. Je pense qu'Annabelle Chakmes pourra vous l'offrir. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. J'ai lu, merci. C'est vrai, vous le connaissez? Non, elle utilise, il y a 30 mots qui sont les mêmes que dans mon... Enfin, évidemment, il ne s'agit pas du tout de plagiat de qui que ce soit, bien sûr. Mais elle a vraiment vécu probablement un couple aussi puissant, vraiment, que celui que j'ai eu la chance de vivre. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. Tout de suite, c'est votre portrait Perla sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Perla, comme toujours à la fin de cette émission, nous allons débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, cela se fait dans le regard de Claire Dahan. Bonjour Claire. Bonjour Cyrielle, bonjour Perla. Bonjour Claire. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de vous rencontrer. Je vous connaissais un petit peu par vos livres, votre cuisine. Et donc, voilà un petit peu ce que m'évoque tout ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure. Alors déjà, le mot élégance me vient. Vous venez de Fès, comme nous l'avons dit. Fès est une des 4 villes impériales. Et je trouve que vous avez gardé quelque chose de cette grandeur, une forme de souveraineté, on pourrait dire. Vous avez un prénom aussi, qui est également le 2e prénom de ma fille. Et Perla, c'est un prénom aussi qui évoque une certaine élégance. On raconte que la perle se crée avec l'intrusion d'un corps étranger. Et ça me fait penser à ça, quelque chose d'élégant. Et puis vous êtes toujours habillée en blanc aussi. Ça a quelque chose de majestueux, de noble. Vous avez parlé de liberté tout à l'heure. Et aujourd'hui, la liberté est quelque chose de cher. Les femmes se sont beaucoup battues pour la liberté. Ce que je trouve extrêmement joli, c'est que vous racontez qu'avec votre mari, Jean-Louis, vous avez, entre guillemets, renoncé à une part de liberté, mais pour être plus libre encore. Et on va en parler. La deuxième chose qui me touche beaucoup chez vous, c'est que vous avez une présence. Quand je vous entends, je pourrais vous entendre parler pendant des heures.
Et cette présence, elle est due au fait que lorsque vous racontez quelque chose, vous êtes ancré, vous êtes là. Et vous êtes ancré parce que le lien, il s'éprouve dans le corps. Quand je vous entends tout à l'heure parler de votre tasse de café ou du fait que vous nagez, eh bien j'ai l'impression d'y être. Donc peu de gens, à l'ère des relations dématérialisées, peu ont cette capacité à être vraiment présents. Et puis vous nous apprenez quelque chose de formidable avec ce livre. Vous nous apprenez la force du lien. On sait en thérapie, on sait que le lien est notre principale ressource. Vous dites d'ailleurs, lorsque Cyrielle vous demande comment vous faites, vous dites je m'appuie sur les autres, sur les relations, sur mes amis, sur ma famille. Mais ce que vous nous apprenez, c'est que le lien que vous tissez avec Jean-Louis, et je le dis au présent, il continue à exister. Ah oui. Donc ça me... moi. Voilà, ça me parle beaucoup. Vous parlez de son sourire, de regarder ses photos. Et pourquoi ça me touche ? Parce que le lien, il est incarné par des rituels. Et quand je vous entends, j'ai l'impression que ce sont des rituels, les photos, c'est ça ? Oui, bien sûr. C'est tout à fait. J'ai essayé d'écrire d'autres rituels, parce qu'on était très ritualisés tous les deux. Donc il y a ça qui est important. Et puis voilà, cet amour inconditionnel, il est parti, mais l'amour est toujours là. Et ça ne vous a pas empêché de conserver votre élan vital, votre joie, et ça aussi, ça c'est très important. En tout cas, je trouve que le lien que vous racontez, il a l'air plus vivant que des liens de couple qui sont encore ensemble dans la vraie vie. Voilà, quand vous parlez de rencontres, vous parlez d'amusement, on apprend beaucoup avec ce que vous racontez. Je trouve que c'est très inspirant à la fois de suivre son chemin, et d'être libre. Et puis, vous parlez de ressources, en fait. Tout ce que vous racontez, ce sont des ressources. Je pense que vous dites, j'ai de la chance, je suis née comme ça, mais je pense que vous savez les cultiver également. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a appris de notre invitée sur Radio J, Claire Dahan, aujourd'hui ? Eh bien, ce qu'on a appris, c'est que l'absence n'efface pas le lien, mais elle le transforme. Et Perla le transforme avec brio. Et ça, vraiment, elle peut nous l'apprendre. Merci beaucoup Claire Dahan, notre psychologue du jour aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Perla Servan-Schreiber. Vous êtes venue nous voir pour votre livre Vivre après toi sur le deuil aux éditions Flammarion. Et vous parlez bien sûr dans ce livre de votre histoire d'amour merveilleuse avec Jean-Louis Servan-Schreiber. J'ai adoré ce moment partagé avec vous. C'est tout à fait personnel, mais voilà, je tenais à vous le dire pour terminer cette émission. Et je vous offre un mot de la fin qui vous revient. Vous dites strictement ce que vous voulez. Alors, je voudrais dire une phrase qui résume un peu ce moment très fort que nous venons de partager toutes. C'est un koan zen. Vous savez, ce sont ces phrases qui n'ont pas vraiment de sens immédiat. Et c'est en fait, parce que quand on me demande toujours comment je fais, c'est ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Merci beaucoup Perla. Merci à vous toutes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Et puis on se donne rendez-vous évidemment demain à 15h sur Radio J. À demain.